Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau campus exécutif. Aujourd'hui, nous accueillons l'IAE Paris-Sorbonne et son exécutif MBA Management et Administration des entreprises, le MAE. Pour nous en parler, 3 invités de marque, le directeur délégué au programme et professeur Olivier Delvillarmois, accompagné de 2 de ses anciens étudiants, anciens apprenants, Déborah Diaouné et Loïc Champsé. Ils sont tous les 3 là pour parler du MBA, mais avant cela, on commence avec le corporate speech. Le corporate speech, Olivier, donc c'est l'occasion de nous présenter le MBA dans les grandes lignes. Alors je vous écoute, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors bonjour Guillaume. Donc l'IAE Paris-Sorbonne et le MBA MAE sont absolument indissociables, puisque l'IAE de Paris a été créé il y a 70 ans pour former des cadres au management dans le cadre d'un diplôme qui est l'ancêtre du MBA MAE. Donc l'ambition de cette formation, c'est d'initier au management des cadres en poste qui ont des profils extrêmement hétérogènes, donc souvent des ingénieurs, mais ça peut aussi être des avocats, des médecins, des diplômés en sciences sociales, des historiens, qui, dans le cadre de leur évolution professionnelle, viennent nous voir. Et donc l'IAE Paris-Sorbonne, aujourd'hui, c'est 2700 étudiants, dont 1500 dans le cadre de l'IAE. L'essentiel des étudiants dans le cadre d'un parcours très généraliste, puisque le diplôme dont on va parler aujourd'hui couvre tout le champ de la gestion. Donc la gestion, c'est ce qui concerne les entreprises. Ça va de la comptabilité à la stratégie, aux ressources humaines, avec 2 disciplines un petit peu à la marge, donc le droit et l'économie, sur lesquelles on s'appuie également pour développer les connaissances de nos étudiants. Alors pour essayer peut-être de vous découvrir un peu plus, de savoir un peu vos motivations, Loïc, vous, qui étiez-vous et comment en êtes-vous arrivé à l'IAE Paris-Sorbonne et à MBA? Bonjour Guillaume. Bonjour. Tout à fait, moi j'ai exploité l'IAE pour pouvoir évoluer et transformer mon parcours professionnel, puisque je suis issu du milieu militaire, avec une formation à Saint-Cyr et après sapeur-pompier de Paris. Et j'ai souhaité donner un autre environnement à ma carrière, et donc j'ai fait l'IAE pour pouvoir me reconvertir de l'institution militaire, et aujourd'hui je suis dans le milieu privé sur un poste de direction qui est entièrement en phase avec ce que m'a offert l'IAE. Pour vous, Déborah? Bonjour Guillaume. Pour moi, ça a été... Donc moi, je viens de l'industrie pharmaceutique, qui est account manager, avec un background école de commerce. Et ma démarche a été vraiment une volonté de monter en compétences. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer ce parcours. Et pourquoi l'IAE Paris-Sorbonne spécifiquement pour monter en compétences? Alors, j'ai recherché, j'ai regardé plusieurs formations et j'ai fait le choix de l'IAE par rapport à la notoriété de l'établissement. Et pour vous, Loïc? Un choix d'organisation, puisque c'est la formule qui m'a permis de mieux allier mes contraintes personnelles, mes contraintes familiales et professionnelles, notamment avec des rythmes de garde, le fait qu'elle soit sur Paris pour moi, et que ça soit, notamment au cours du soir, pouvoir dissocier et pouvoir compléter avec la journée et le reste on va dire, de l'emploi du temps sur le sujet. Dans les profils que vous recherchez, on voit qu'il y a une grande variété finalement, à tel point qu'on peut passer par la VAP, la valorisation des acquis professionnels. Alors effectivement, l'essentiel des étudiants conformes, des candidats conformes ont déjà un bac+5, sachant que le prérequis c'est un bac+4, mais parfois on a des candidats qui sont en poste, qui ont de très belles fonctions, mais qui n'ont pas ce prérequis, ce bac+4. Donc effectivement la VAP permet de rentrer directement en bac+5 sans avoir un bac+4. Alors c'est un petit peu différent, on connaît beaucoup la VAE, un peu moins la VES. La VAE permet d'avoir un diplôme, sur la base de l'expérience professionnelle. La VAP, ça permet d'entrer en master. Donc on n'obtient pas de diplôme si jamais on ne valide pas notre formation. Mais ça permet de commencer. Pour ceux qui souhaitent candidater, comment fait-on? Alors le processus est 100% dématérialisé. Donc il y a des sessions qui sont définies. Donc on va sur le site de l'IAE avec les dates qui sont clairement établies. Donc on dépose un dossier, il y a une présélection des dossiers, il y a après un entretien avec un jury et ensuite l'admission est prononcée. L'entretien avec le jury, vous en souvenez, Déborah, comment ça s'est passé? Oui, je m'en souviens très bien. C'est un beau moment, un grand moment, mais ça a été vraiment un moment d'échange très agréable et avec Pierre Garodel, si je me souviens bien, en ligne, où j'ai présenté mon parcours et puis mes motivations. Il y a des questions spécifiques qu'il faut préparer? Est-ce que il y a un pitch d'introduction, ou simplement un entretien classique, plus une discussion? Il faut arriver préparé et en tout cas
pour ma part, je suis arrivée préparée et avoir vraiment un schéma précis de ce qu'on recherche, être en mesure de présenter correctement son parcours. C'est pas un entretien d'embauche, mais vraiment bien présenter son parcours correctement et surtout être en mesure de présenter ses motivations et ce qu'on recherche et les attentes, nos attentes aussi par rapport à cette formation. Et alors vous, Loïc, quelles étaient vos attentes? Qu'est-ce que vous avez présenté? Quelles questions on vous a posées? Les questions étaient posées par monsieur de la Villarmois, puisque j'ai passé mon entretien avec lui. Et le souvenir que j'en ai, c'était principalement de présenter ses motivations. Au-delà de la préparation, c'était d'être sincère et franc sur le pourquoi, sur le comment et sur l'investissement qu'on était prêt à y mettre pour prouver qu'on n'était pas là juste pour avoir un échange et puis la notion de diplôme plutôt gratifiant, mais vraiment un investissement personnel qui vient concrétiser une démarche dans un aboutissement de carrière, dans une prolongation de carrière, et qu'on sait pourquoi on veut le faire. Vous l'avez précisé, donc il y avait une question de rythme aussi, quand vous avez postulé à l'IAE Paris-Sorbonne. Vous avez choisi quelle formule? Est-ce qu'il y a soir? J'ai choisi la formule du soir, oui. Qui consiste à être en présentiel sur le site de l'IAE de 18h15 à 22h15 les mercredis. D'accord. Et en complément, on a de l'investissement personnel de manière autonome et assez régulière sur le reste du parcours. Et pour vous, Déborah? Donc pour moi, ça a été la formule jour, les vendredis et samedis, tous les 15 jours. Donc voilà, il faut s'organiser pour bloquer ces journées-là et prévoir en plus effectivement un temps additionnel pour les travaux en dehors de ces créneaux. Donc on a 2 formules et une formule à distance aussi? Alors, on travaille avec un partenaire, l'IFG, pour des cursus 100% en ligne. Une précision par rapport à ce que disait Loïc sur le rythme en cours du soir. Donc, c'est effectivement un soir par semaine pendant 2 ans, pendant 2 années universitaires. Mais ça peut être le mercredi ou le vendredi soir, hein, en fonction du choix du candidat. Quelle est la leçon la plus importante que vous souhaitez que vos étudiants retiennent de leur passage chez vous? C'est tout simplement que alors c'est pas une leçon, mais c'est un constat qu'ils font, ils vont progressivement prendre conscience que tout ce qu'ils ont vu à l'IAE va résonner avec leur activité professionnelle et on a l'ambition de les marquer pour toute la fin de leur carrière professionnelle et je pense que c'est le cas parce qu'on travaille, alors ça c'est un élément sur lequel j'ai pas insisté précédemment, mais notre ambition c'est vraiment de travailler sur les fondamentaux du management et donc on présente des concepts qui tous les jours vont revenir, résonner et je suis persuadé que 2, 3, 4, 5 ans, parfois 10 ans après, il y a des notions qui reviennent, on se dit « Ah bah tiens, je l'avais pas compris, ça résonne mieux ». Et ça permet de prendre beaucoup d'assurance et peut-être des retours beaucoup plus directs, même pendant le cursus, où on a des étudiants qui viennent nous voir en disant ah, « C'est génial, ma formation, maintenant on ne regarde plus de la même manière dans l'entreprise. Certains sont dans des équipes de direction, étaient passifs, ils deviennent actifs. » Donc, ils regardaient leur directeur financier en ayant peur de leurs interventions parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Et maintenant, ils interagissent. Et parfois, c'est même le directeur financier qui a peur de notre étudiant parce qu'il est challengé. Donc ça, c'est des retours qui sont effectivement gratifiants et qui sont très, très fréquents. Déborah, qu'est-ce que vous avez retenu, la principale chose que vous avez retenue de ce MBA? Énormément de choses, mais déjà la qualité de l'enseignement. C'est une expérience très enrichissante, étant donné que c'est une formation effectivement généraliste. C'est un réel challenge parce qu'effectivement on est expert chacun dans notre domaine, on vient de parcours totalement différents et donc c'est vrai que c'est un challenge de découvrir de nouvelles notions, de s'adapter. Ça c'est vraiment ce qui m'a beaucoup marqué et puis le rythme, disons que ça va très vite et c'est un programme qui demande un investissement personnel important pour vraiment sortir vraiment gagnant et recueillir vraiment le plus de bénéfices, disons, de ce programme. Il faut vraiment partir avec un mindset où on va se dire, voilà, on s'investit à fond pour prendre le maximum. Est-ce qu'il y a un cours en particulier qui vous a marqué, qui vous a impacté? Un cours peut-être qui me faisait peur au départ, ça pourrait être les finances. Et bizarrement, ça fait partie des matières que j'ai vraiment appréciées. Voilà. Est-ce que vos cours sont adaptés à tous les secteurs? Parce que c'est un programme généraliste, on voit bien la différence des parcours de vos 2 apprenants, vos anciens apprenants. Est-ce que vraiment, quel que soit le secteur dont on vient, on peut postuler?
Oui, donc il y a des étudiants qui viennent du secteur public, du secteur privé, du secteur associatif, et cette diversité des points de vue qui est extrêmement enrichissante. Donc les étudiants qui sont dans le secteur privé sont surpris de ce qui se passe dans le secteur associatif. Alors ceux qui sont dans le secteur public ou associatif attendent beaucoup leurs collègues du secteur privé. Après, il y a les problématiques services, industrie. Tout le monde apprend de tout le monde. Et ce qu'on recherche, c'est ce qu'on dit au début, c'est la diversité des groupes. Et vos cours aussi, eux, sont adaptés à tous les secteurs? Alors, on essaie d'avoir des cas qui portent sur différentes problématiques, plus centrés sur les questions des services, puisque bien évidemment, aujourd'hui, les services sont extrêmement dominants, même si on travaille dans des disciplines qui ont été développées au départ dans des contextes plutôt industriels, donc effectivement, on est très, très axé services, mais on essaie d'avoir une diversité. Alors, j'imagine que chacun de mes collègues essaie d'avoir des choses concernant alors plutôt entreprises privées, plutôt les services, mais un petit peu d'industrie, un petit peu de public, un petit peu de non-marchand, histoire d'avoir une vision d'ensemble. Alors Loïc Déborah parle beaucoup donc, des défis notamment d'organisation avec ce rythme et le travail à la maison. Ça a été pareil pour vous? C'était ce qui est le plus difficile à relever ou il y avait d'autres difficultés qui se sont ajoutées? Aujourd'hui, j'ai un de mes camarades qui m'a demandé ce que je retenais de cet IAE et cet investissement. Et c'est un peu la réponse que je lui ai faite, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je suis capable d'avoir 3 gros sujets en parallèle, la famille, le professionnel et un autre sujet. Pendant ces 2 ans, ça a été la reconversion et le MBA. Et donc, ça m'a permis, moi, de mettre des mots, de confirmer le champ des compétences ou le champ des gros dossiers, gros environnements. Et cet investissement de l'IAE, aujourd'hui, je sais que je suis capable de le mettre en parallèle avec mon investissement dans l'entreprise, quand je vais avoir plusieurs sujets dimensionnants et qu'en parallèle, il y a d'autres choses qui se passent. Je sais comment mettre mon effort ou comment manager, on va dire, cet effort pour faire en sorte d'être au rendez-vous de l'objectif. Je demande à Déborah le cours qui lui a le plus marqué. Est-ce qu'il y en a un, vous, qui vous sert encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une leçon dont vous vous servez encore quotidiennement? Il n'y en a pas qu'un seul. De par la transversalité de l'IAE, moi aujourd'hui je suis dans un poste plutôt de direction. Donc je parle avec la direction financière, je parle avec le directeur grand compte, avec les directeurs généraux, avec la directrice des ressources humaines. Et là où j'avais l'appréhension avant l'IAE de dire je vais aller dans le milieu privé, je vais pas comprendre. L'IAE m'a permis de comprendre le vocabulaire, de comprendre le positionnement, de comprendre les enjeux, de parler transverse à toutes ces personnes. Donc au-delà d'un seul cours, je dirais c'est vraiment le champ des compétences et le champ du langage qui m'a permis de vraiment aujourd'hui ne pas sentir perdu dans cet environnement et même à l'aise au bout de quelques mois pour performer dès le début. Est-ce qu'au-delà du diplôme, on gagne aussi de la légitimité entre soi et soi, entre soi et les autres? Je pense que c'est indéniable. Est-ce qu'on peut le mesurer? Ça, je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est plutôt, on va dire, la direction de l'entreprise qui à terme, dira comment elle le mesure en termes d'aura, de prestance et puis même de compétences fines. Mais j'en suis convaincu. Ouais, j'en suis convaincu que l'expérience professionnelle de chacun, cumulée à ce qu'offre l'IAE en termes de compétences, fait qu'il y a un réel avantage sur le rendu. Le syndrome de l'imposteur, c'était aussi une de vos... Est-ce que vous étiez concerné indirectement aussi par ça ou pas du tout? Vous avez le droit de dire pas du tout, hein, attention, hein, ça ne concerne pas forcément tout le monde, hein, mais je sais que c'est aussi des formations, donc ce n'est pas une des raisons pour lesquelles vous aviez postulé, vous. Non, pas spécialement, mais c'est vrai que, comme Loïc disait, je pense que oui, en étant en retour en entreprise ou dans les organisations, on sent plutôt dans le regard des collaborateurs, effectivement, peut-être une certaine légitimité, mais parce qu'on est nous-mêmes beaucoup plus à l'aise dans le monde de l'entreprise et face à nos interlocuteurs, et on a énormément gagné en termes de transversalité. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est forcément perçu par les collaborateurs avec lesquels on travaille. Vous nous parlez de la richesse des étudiants, finalement, qui allaient aussi apprendre entre eux. Quelle est la pédagogie que vous mettez en place? Est-ce que c'est une pédagogie avec à la fois les professeurs d'un côté et les étudiants entre eux, et ça va être ce mix qui crée la réussite du programme? Enfin, il y a une très grande place qui est donnée aux études de cas. Donc un cours, c'est typiquement donc, une séance de lancement, d'introduction, et puis ensuite une séance, c'est un chapitre à lire, un cas préparé. Et la séance est principalement structurée autour de la discussion du cas. Donc s'il y a des rappels à faire, des notions à préciser, bien évidemment, l'enseignant présent, qui peut être soit un académique, soit un praticien, donc est là pour revenir sur les fondamentaux, mais la séance est principalement centrée autour de la discussion des cas.
Donc concrètement, moi quand je fais ma séance, je suis toujours au fond de la salle. Parce que si je suis devant, les étudiants me parlent, mais moi je me mets au fond, comme ça je sais que si les étudiants me parlent, ils me parlent, et en même temps à leurs collègues. Et ça illustre bien la place qu'on donne à l'étudiant, et c'est aussi ce qui explique l'importance du travail à faire pour nos étudiants, puisque si on vient simplement en séance, on va découvrir les concepts, on va découvrir le cas, donc on sera en grande difficulté. Très bien, alors on est déjà presque à la moitié de cette interview, hein, c'est l'heure de la question experte. De quelle manière, Olivier, le développement de l'intelligence artificielle ou même du télétravail vient bousculer le management des entreprises et comment est-ce que vous en prenez compte au sein du MBA? Alors la question de l'intelligence artificielle est effectivement importante pour nous parce que ça modifie totalement la relation au savoir. Pour nous, il est capital de sensibiliser nos étudiants à la nécessité de développer leur propre manière de penser. Donc, être capable de raisonner sans s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour développer les bons mécanismes. Bon, sachant que l'intelligence artificielle va être mobilisée à d'autres moments pour vérifier ou éventuellement générer des idées. Pour nous, c'est un défi qui est capital pour le mémoire, puisque aujourd'hui, on a vu, alors, les intelligences artificielles génératives sont relativement récentes, mais on a vu l'évolution des mémoires des étudiants, donc on est sur des formats qui sont en cours de redéfinition de manière à être capable de vraiment challenger les étudiants et non pas ChatGPT. Déborah, votre sujet de mémoire? Le mien portait sur les infrastructures en Afrique, le développement des infrastructures en Afrique. Donc, je suppose que ce n'est pas ChatGPT qui l'a fait. Est-ce que vous avez été Bien sûr que non. aidé par Paris-Sorbonne? Alors, bon, je ne suis pas si vieille que ça, mais je ne suis pas trop ChatGPT pour l'instant. Donc non, c'était une démarche personnelle. Et après, ce qui peut effectivement limiter, et ce qui est très bien, l'usage, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est toute la partie terrain. Donc je pense que d'ailleurs ça c'est vraiment intéressant, plus on enrichit cette partie terrain dans le mémoire avec les enquêtes terrain, je pense que c'est ça qui est vraiment très intéressant, qui enrichit ces mémoires-là. Est-ce que vous avez été aidé dans l'accomplissement de ce mémoire par l'IE Paris-Sorbonne? Ça peut aussi être une partie qui fait un peu peur, qui effraie un petit peu la rédaction des mémoires. Comment vous êtes accompagné? Oui, alors tout au long du programme, effectivement, il y a des sessions avec des chargés de TD où on échange déjà sur le choix de nos sujets de mémoire et on partage aussi avec les camarades donc pendant l'année, pendant toute l'année. Et ensuite, donc, durant la rédaction, effectivement, nous avons un encadrant, un directeur de mémoire qui nous suit et qui oriente le travail que l'on fournit. Oui. Et pour vous, Loïc, le sujet? Le sujet, c'était les facteurs humains au service des capacités de décision dans une entreprise. Donc la gestion du stress, l'environnement et plein d'autres facteurs qui sont peut-être invisibles dans un premier temps. Puis avec le retour d'expérience, on s'aperçoit qu'on a été soit influencé, soit guidé, bien ou mal, par notre passé, par notre environnement. Et j'ai été accompagné par mon directeur de mémoire qui m'a grandement soutenu et qui m'a permis d'affiner le plan, d'affiner les idées, de bien coordonner tout ça pour faire en sorte que la fluidité et que la compréhension du sujet soit la plus précise possible. Un grand appui. Vraiment. Quel est le mot que vous avez le plus entendu pendant votre formation? Échange, partage. Échange, partage. Je dirais complémentarité. Non, je ne vous avais pas dit qu'un, je vous en ai donné trois. Non, du coup j'en ai trois, mais c'est pas grave. Mais au final, je dirais cela. Puisque, comme ça a été dit à plusieurs reprises durant cette interview, il y a une telle diversité de profils que vivre l'IAE dans son coin, ce n'est pas du tout la solution. Et que la complémentarité qu'il y a dans les profils, dans les expériences et aussi dans les cultures même, permet d'avoir une réelle approche transverse et sur le plan personnel et sur le plan professionnel. À titre d'exemple, on avait créé des petits groupes pour travailler et aujourd'hui on se côtoie encore très fréquemment. Et pour vous, Déborah? Pour moi, ce serait comme le hic échange, partage, parce qu'effectivement on a été amené à beaucoup travailler en dehors de ces journées-là, des vendredis, samedis, bien sûr, les soirées en visio pour préparer les cas. Travailler. Donc, oui.
Donc oui, énormément d'échanges, de partages avec des profils divers et variés. Donc ouais, c'est surtout ça ces mots-là qui résonnent. Quelles sont les qualités essentielles d'un bon manager et comment vous les enseignez? Alors, je pense qu'on a une conviction, j'en parlais tout à l'heure, c'est la maîtrise des fondamentaux. Hein, donc, avoir de très bonnes compétences techniques qui permet d'avoir une légitimité. Et puis après, bon, il y a effectivement des qualités humaines, une empathie, une qualité d'écoute hein, qui est à développer. Mais alors, la manière dont c'est travaillé dans le programme, donc c'est effectivement les techniques, hein, donc au travers des enseignements, et puis il y a tout ce qui est compétences soft, les soft skills, hein, qui sont travaillées au travers de la pédagogie, hein, puisque les travaux sont faits en petits groupes, hein, donc chacun s'organise et chaque travail est une nouvelle expérience. Alors les étudiants s'organisent comme ils souhaitent, alors parfois c'est nous qui imposons les groupes, parfois ils constituent des groupes eux-mêmes. Certaines promotions définissent des groupes pour toute l'année. Bon, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, puisque l'intérêt, c'est justement d'avoir une nouvelle expérience et apprendre à se repositionner dans un nouveau groupe. Donc voilà comment on travaille ces questions-là. Séminaire professionnel international? Alors ça, c'est uniquement pour le parcours en journée bloquée. D'accord. Hein, donc pour le parcours en soir, il y a un cours optionnel, ce qu'on appelle une thématique. Hein, Loïc pourra vous en parler. Et pour le parcours en journée, donc il y a un séminaire d'une semaine à l'étranger qui est prévu. Donc pour l'instant, les étudiants vont à Montréal pendant une semaine. Bon alors Loïc, Et je vais en parler. la thématique, parlez-en. Thématique négociation, pour moi, qui me sert en ce moment, en direct, dans le cadre de mon milieu professionnel. Des échanges complètement libres, très intéressants sur la méthodologie, sur la compréhension, sur le positionnement, et avec des idées préconçues qu'on pouvait avoir sur ces thématiques qui sont au final rapidement balayées par de la description de méthodes et d'applications. Beaucoup d'applications, de mise en situation qui permettent de rapidement bien comprendre les enjeux ou bien appliquer ce qu'on nous enseigne en termes de théorie. Donc très très intéressant. Et pour vous, Déborah, le séminaire? Alors pour nous, oui, donc ça a été le séminaire à Montréal. Donc on a été très bien reçu d'ailleurs par HEC Montréal. Ça a été l'occasion déjà pour nous, le groupe, ça renforce la cohésion, de partir tous ensemble comme ça. Donc c'est très bien accueilli oui, par HEC. On a eu donc des interventions sur les journées par des chefs d'entreprise ou alors des entrepreneurs basés là-bas, qui exercent là-bas. C'est un programme riche. Ça permet d'acquérir une ouverture d'esprit et voir le fonctionnement pour ceux qui sont intéressés par l'international, de voir comment ça se passe ailleurs. Mais oui, ça renforce l'ouverture d'esprit et puis l'adaptabilité à une culture totalement différente, quoi. Aujourd'hui, quelle est l'influence du MBA MAE sur votre carrière? Alors pour l'instant, L'avouable. oui, c'est pas encore vraiment concret, mais en tout cas, ce que je perçois, c'est que c'est un réel levier. C'est vraiment un réel levier pour une évolution professionnelle ou pour des personnes qui sont en transition. C'est vraiment ça l'atout et c'est très bénéfique. Donc c'est en devenir, oui, en gestation. C'est en devenir, oui. Pour vous, Loïc, est-ce que c'est plus concret ou est-ce que complètement. Moi, j'aurais dit avantage concurrentiel, puisque j'ai été chassé durant la deuxième partie du MBA. D'accord. Et donc, ça m'a permis, en tout cas, de faire valoir les compétences acquises pour le poste. Et je pense tremplin pour la suite aussi, puisque au-delà des simples fonctions qu'on occupe aujourd'hui, il suffira de réactiver un peu la machine intellectuelle pour repenser l'ensemble des sujets qu'on aura appris en RH, en marketing, en management, même si aujourd'hui ils ne sont pas directement exploités. Ils sont sous-jacents et ça sera largement exploitable dans les années à l'avenir. Tout à fait. Les alumni de manière générale, quelles sont leurs trajectoires? Alors c'est une prise de confiance, hein, comme on vient de le voir. Donc il y a plusieurs situations. Soit c'est rester dans le même poste et conforter et puis gérer des dossiers plus importants.
Donc, soit des changements assez radicaux, donc des choses qu'on n'a pas évoquées directement, mais l'intérêt de la formation qui est généraliste, c'est partir sur des projets de création. Donc on a un MBA entrepreneuriat donc, qui est plus centré sur l'accompagnement de projet si le projet est très bien identifié, mais il y a un certain nombre d'étudiants du MAE qui créent leur activité. Ensuite, alors ça c'est peut-être plus vrai dans les programmes à l'étranger, on est dans les pays où les tailles d'entreprise sont un peu plus modestes, beaucoup d'étudiants qui intègrent les équipes de direction et qui après dirigent leur entreprise. Et alors le réseau dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup des transformations professionnelles, mais c'est vrai que le réseau occupe une place centrale aussi Oui. pour réussir à se réinventer ou même simplement avoir des opportunités. Ouais. Comment vous l'enrichissez au sein de l'IAE Paris-Sorbonne? Alors, il y a le réseau des alumni a des bureaux dans l'IAE. Donc, ils organisent un très grand nombre de manifestations, donc interaction avec les formations en cours. Donc, il y a environ 200 événements qui sont organisés chaque année. Donc, il y a des soirées où il y a parfois 2-3 événements en parallèle qui existent. Donc, les étudiants, pendant leur formation, mais après, peuvent continuer à interagir pour maintenir le réseau, développer de nouvelles compétences dans les domaines qui les concernent. Parfait, merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de cette interview, c'est l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, c'est l'occasion de rajouter un élément qu'on n'a pas encore cité, à l'inverse peut-être renforcer, un élément qui a déjà été mentionné. Déborah, je vais vous laisser commencer. Quelle serait votre conclusion? Alors, je suis pour la formation tout au long de la carrière, la recherche du savoir, l'évolution. Donc voilà ce que je pourrais partager aux personnes qui aimeraient intégrer ce programme-là, c'est allez-y, foncez. C'est un programme hyper enrichissant qui donne une ouverture d'esprit, qui renforce les compétences, qui donne une certaine légitimité effectivement face à nos interlocuteurs et qui fait grandir. Et en plus, humainement, effectivement, voilà, on élargit notre réseau, on rencontre de belles personnes et on partage nos expériences. Donc voilà, je retiens que du positif de ce programme-là, tout en ayant vraiment à l'esprit qu'il faut, pour s'engager dans ce type de programme, avoir vraiment mûri son projet, que ce soit vraiment réfléchi et avoir conscience de l'investissement en temps aussi que ça représente pour pas être vraiment perdu, parce que effectivement ça démarre très vite, mais c'est un vrai challenge et c'est un beau challenge. Pour vous, Loïc? Pour moi, je résumerai en 3 mots. Aventure humaine, professionnelle et exaltante. Exaltante parce que je venais d'un milieu qui était particulier, où le langage, le positionnement, la hiérarchie est très marquée et très intéressante. Et au final, j'ai découvert une aventure humaine qui était différente, mais tout aussi exaltante, avec des contacts qui sont restés, des rencontres qui sont restées, tant dans le plan corps enseignant que étudiant, et oser. Pas avoir d'appréhension, pas avoir de préjugés, oser. Si on est organisé, si on est suivi, si on est bien encadré, si on s'appuie les uns sur les autres, et si on sait pourquoi on le fait, il n'y a aucune appréhension à avoir. Avoir confiance et être sûr du résultat, parce que je pense que quelques mois après, on se rend compte que le jeu en veut vraiment la chandelle, pour soi, comme l'a dit Déborah, comme pour son environnement professionnel. Complètement. Merci. Olivier, le fin mot de la fin, il est à vous. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, si vous hésitez, tentez votre chance. Parce que, alors, on parle parfois d'entretien de sélection. La sélection n'est pas un tabou, mais c'est plus un échange avec un jury qui permet de tester son projet, échanger. Et lors de l'entretien, on n'hésite pas à réorienter les candidats vers d'autres cursus, à les inviter à revenir plus tard. Donc, si vous avez un doute, c'est probablement le bon moment. Et donc, venez nous voir soit les journées portes ouvertes, soit lors des réunions d'information pour échanger avec des candidats, enfin des alumni, soit des en cours de formation, soit des enseignants, de manière à affiner votre projet, de manière à ce qu'on puisse vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Merci Olivier, merci Déborah, merci Loïc, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, MAE, finalement, on aurait pu résumer ça en mon aventure exaltante, d'une certaine manière, pour faire écho à vos différents échanges. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette aventure exaltante, c'est à l'IAE Paris-Sorbonne.
Executive MBA Management et Administration des entreprises. Merci d'avoir regardé Campus Exécutif et je vous dis à très bientôt.